Madame, monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée. Mina Abed est déjà parmi nous. Bonjour Mina. Bonjour Noël, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va. Alhamdulillah, aujourd'hui nous sommes le 11 novembre 2022. Il est 8h. Mina, on sera ensemble jusqu'à 10h du matin. Alors, on a eu quand même quelques petites pluies. On a eu quelques pluies. En soirée, particulièrement. même la nuit. Mais un tout petit peu, vraiment un tout petit oui, peu. Allez, mieux que rien. C'est mieux que rien. Allez, mieux que rien. C'est mieux que rien. Justement, alors aujourd'hui, cette matinée en compagnie du docteur Fethi Benachnou, nous allons nous intéresser à une maladie qui prend de plus en plus d'ampleur. Malheureusement, on va parler de diabète, mais de prédiabète particulièrement, toujours donc avec cette pathologie. Nous allons parler par contre de diabète, puisque hier, du côté de la wilaya de Boumerdas, il y a eu des portes ouvertes justement sur la sensibilisation au diabète, puisqu'on peut le prévenir aujourd'hui. Tant mieux. N'est-ce pas? Tant mieux. Oui, mais après, il faut faire vraiment très attention à son... Non, mais déjà, même sans ça, il faut faire attention. Hein. Effectivement. Même sans ça, il faut faire attention. Il n'y a pas que le diabète. Il n'y a pas que le diabète, il faut toujours faire effectivement. attention. Il n'y a pas que le diabète, mais il est vrai que le diabète, les chiffres finalement qui augmentent sont très alarmants. J'ai envie de dire par rapport à cette maladie. Aussi, nous allons nous intéresser ce matin à l'un des plus grands événements qui sont dédiés aux technologies, à l'information, à la communication. Il s'agit donc du salon Digitech. Il va se tenir donc du 13 au 15 de ce mois au niveau de la SAFEX, comme chaque année. Comme chaque année. Bien sûr, place à la culture. Évidemment. Évidemment, il le faut, effectivement. Donc on ne peut pas imaginer Bonjour d'Algérie sans la culture. Sans la culture, non. Voilà, sans la page culturelle, effectivement, puisque nous allons nous intéresser ce matin au chant patriotique. Hier, donc le Palais de la Culture a abrité un très beau spectacle, mais un spectacle très spécialisé, Mina, parce que c'était un spectacle dédié au chant patriotique. Et c'était un beau spectacle, donc qui a duré 2 heures de temps. Et donc nous allons revenir sur ce spectacle ce matin. Et nous terminerons donc l'émission avec de la peinture, avec une très belle exposition aussi. Voilà un peu pour le menu de ce matin. C'est parfait, hein, un petit peu de tout. Un petit peu de tout, comme à l'accoutumée. Donc merci encore une fois à Amel Almi qui à chaque fois donc, prépare la feuille de route de Bonjour d'Algérie le week-end. Voilà, mais avant cela, on aura quelques petites pluies aujourd'hui. Bon, il faudra s'y attendre, peut-être un petit peu l'extrême est, hein, mais bon. Mais allez, même si c'est pas hein. Sur Alger, c'est pas un problème. Non, le plus important, c'est que ça tombe sur le pays quelque part. Exactement. Voilà, quelque part dans le pays, il n'y a pas de problème. Oui. Le plus important, c'est qu'il y ait quelques gouttes, c'est déjà pas mal. Exactement. Alors, on aura quelques plus de détails, Mina? Avec plaisir. Voilà, allez, à tout de suite, ce sera juste après cela. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Et voilà. De toute façon, ce matin, il a fait quand même très frais. Hein. Il fait frais en ce moment. Le matin, le soir, il fait très frais. Hein. Le matin, le soir, la journée, c'est vrai que ce sont des températures plutôt agréables. C'est agréable la journée, mais plutôt agréable, ensoleillé aussi. Ensoleillé aussi. C'est vrai. Voilà, mais c'est vrai que l'automne cette année se fait beaucoup désirer. Hein. Malheureusement. Oui. Malheureusement. C'est vrai que nous sommes au mois de novembre. Habituellement, au mois de novembre, on est bien servi. Au mois de novembre, voilà, on est à 20, 23 degrés, voilà. On est bien servi côté pluie. Exactement, cette année, exactement. On le ressent quand même, le réchauffement climatique. Hein. On le ressent de plus en plus. Ça s'accélère, hein, en fait. Ça s'accélère, le réchauffement climatique. Oui. Donc vraiment, côté environnemental, c'est terrible. Tirer la sonnette d'alarme, finalement. Déjà que les spécialistes n'arrêtent pas de tirer la sonnette d'alarme. Voilà, ça fait des années qu'on tire la sonnette d'alarme, mais bon, est-ce que ça s'améliore? Oui et non, on va dire. Oui et non. Il y a certains pays qui font des efforts, mais d'autres pas. C'est pas évident, certes, mais voilà, c'est pour notre avenir, c'est pour notre planète, donc il faut, voilà. De toute façon, c'est la seule planète que nous avons. Exactement, c'est la seule. Autant la préserver. Autant la préserver. Autant la préserver, effectivement. Voilà. Donc, on s'attend quand même à quelques petites pluies aujourd'hui. Quelques gouttes. Quelques gouttes, mais pas grand-chose. Voilà, quelques gouttes. Allez, tu nous donnes un peu plus de détails? Avec plaisir. Merci beaucoup, Nora. Bonjour à tous et excellent réveil. Un petit peu de brume ce matin sur les régions côtières comme d'habitude, et puis le ciel restera passagèrement nuageux à l'ouest et au centre, dégagé avec de faibles pluies quand même vers l'extrême est du pays. On notera un ciel voilé sur le Nord Sahara et les oasis
dégagé bien sûr vers l'extrême sud, le Gard et le Tassili, ou encore le Sahara central. À noter, comme d'habitude, de fréquents soulèvements de sable, notamment sur le Nord Sahara et le Sahara oriental. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord minimum de 16 degrés. À El Beid El Hama, on notera 17, du côté de Djelfa 27 degrés, à Alger 26, à Tizi Ouzou 24 degrés, à Annaba, on notera 28 du côté d'Oran Tlemcen, 23 degrés, Ghardaya 24 à Béchar, 30 degrés Tindo, 29 Adra, 30 Insalah et enfin 33 degrés pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. On notera une mer peu agitée sur l'ensemble des régions côtières avec des vents entre 20 et 40 km/h à l'ouest, au centre et à l'est. On passe tout de suite à l'Asie pour cette journée. On notera un ciel plutôt voilé à Hong Kong, Manille, dégagé à Tokyo et puis assez couvert avec des pluies assez marquées à Jakarta ou encore Singapour et Pékin. Côté température, on notera 22 degrés à Tokyo, 32 à Manille, 28 à Singapour, 32 degrés à Jakarta et enfin 14 degrés à Pékin. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. On note quand même une petite hausse de température aujourd'hui, Mina, par rapport à hier. Tout à fait. Hier, on était à 24 sur Alger. 24 sur Alger, aujourd'hui 27, Alger, 27. 28 Oran, Tlemcen. Voilà, donc il ne faut pas oublier que c'est des températures à long, donc il faut toujours augmenter, voilà, donc augmenter de finalement, quelques degrés. une petite hausse et on reste des températures quand même hors saison aussi. C'est des températures hors saison, mais voilà, il faut se dire, on va essayer de positiver un petit peu, c'est le week-end. Voilà, c'est idéal pour sortir. Oui. Oui, bah oui. Oui, bien sûr. Profiter du vendredi, samedi, donc voilà. Voilà, effectivement, d'autant plus que les enfants sont pleins de devoirs en ce moment. Une journée de repos. Oui, voilà, en plein devoir. Donc le week-end, ça va permettre quand même de faire une petite halte, de respirer un petit peu. Exactement, de sortir. Voilà. Si on veut positiver de cette manière, oui, on pourquoi essaye. pas. On n'a pas le choix, donc on essaye de positiver. On n'a pas le choix. Enfin, le seul choix que nous avons, c'est de protéger la planète, finalement. C'est de protéger Exactement. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Mina, on se retrouve tout à l'heure après le journal télévisé du midi. Avec après plaisir. Après celui de 19h, comme d'habitude, pour un peu plus de détails. Sinon, le café, toujours le rendez-vous de 10h. Il y a le rendez-vous de tout de suite. De tout de suite, bon, j'y serai pas. Le rendez-vous de tout de suite. J'y serai pas. Mais au moins, celui de 10h, voilà. Je serai présente. Exactement. Merci beaucoup, Mina. Merci. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Pause musicale, cette fois-ci en compagnie de Tina Riwan et on se retrouve juste après.
Docteur Fethi Benachnou est parmi nous. Docteur, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Une bonne semaine? Oui, plutôt très bonne. Ensoleillé, hein? Comment? Plutôt ensoleillé. Ensoleillé, Vous avez eu quelques petites pluies Oui. Vous avez eu quelques petites pluies hier? Hier soir? Oui. Je dors, je suis Ah, vanné. oui, mais bon, on peut le tombe. savoir. Non, on peut le savoir en se réveillant le matin, d'autant plus que vous êtes matinal. Oui. Non, mais je n'ai pas remarqué. D'accord. J'ai remarqué qu'il y avait une grande humidité. Je ne sais pas ce qu'a dit Mina. la météo Mina, mais une grande humidité qui était désagréable. D'accord. Ya Rabbi Tayahshta. Inch'Allah, ya Rabbi. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Docteur, aujourd'hui, vous avez choisi pour nous un thème qui prend de plus en plus d'ampleur. Vraiment, ça devient carrément un fléau médical, pas social. Oui, Il est pas social. Un peu social, médical un peu avec, médical. avec irradiation sociale. Oui, voilà. C'est ça qui est important. Exactement. Donc aujourd'hui, on va parler de prédiabète. On parle beaucoup de diabète, effectivement, mais très peu de prédiabète. Très, très bien. Cette semaine a été consacrée diabète, plateau télé, tout ça, il y avait des Oui, parce que le 14 de ce mois, nous allons célébrer c'est la journée du diabète. mondiale. Personnellement, et même une certaine tendance de prise en charge au niveau mondial, ils ne veulent plus parler de diabète maladie. Oui. Pourquoi dire je ne veux plus en parler? Parce que s'il y a bien une maladie, premièrement, l'OMS a déclaré, ça c'est important, il faut le retenir, c'est une pandémie. L'OMS a déclaré que le diabète est une pandémie. Donc, c'est surtout développé dans les pays du Maghreb et du Moyen-Orient. Ça, c'est à la mode de dire que c'est des tsunamis, mais moi je resterai médecin. C'est une pandémie. L'OMS a annoncé, a déclaré que le diabète est une pandémie. Moi, Alors, le diabète est une pandémie, excusez-moi docteur, mais vous dites... La maladie diabète. Voilà, la maladie diabète, donc une pandémie, mais plus implantée au Maghreb, vous avez dit, au Moyen-Orient. Avec attention particulière, au vu des statistiques et des cas, et des menaces, c'est au Maghreb et au Moyen-Orient. Ça, alors au Moyen-Orient, les cas flambent. C'est quelque chose de catastrophique. Qu'est-ce qui explique que finalement, il y a plus de diabétiques dans ces régions-là? Premièrement, c'est la consommation, c'est l'absence de... Je ne veux pas qu'on parle de sport, c'est pas de sport, de haraka jassadiya, d'activité physique. Et surtout, l'obésité, on le voit, l'obésité qui était pratiquement absente en Algérie, mais moi, de temps en temps, je passe par les écoles, je vois surtout des enfants, c'est une catastrophe chez les enfants, l'obésité. Aux États-Unis, la prise en charge de l'obésité, la prise en charge de la lutte contre l'obésité, c'est un programme fédéral. Vous savez comment c'est fait d'État, mais quand c'est un sujet assez sérieux, c'est le gouvernement fédéral de tous les États-Unis qui s'en occupe. Donc vous voyez que c'est important. Deuxièmement, on ne veut plus parler de diabète maladie. En Algérie, actuellement, on ne parle que de diabète et d'hôpital. Là c'est foutu parce que le diabète, pourquoi il est grave, il est dangereux? Parce que le diabète, on peut dire que c'est un excès de sucre dans le sang. C'est rien du tout. D'ailleurs, il y a des médicaments. Maintenant, quand on les prend, ils font uriner, ils font éliminer le sucre. Mais le fait d'un diabète, il ramène avec lui des maladies très graves, invalidantes. On a la cécité, ça c'est important. Je ne dis pas que le diabète mal pris en charge. Et Dieu sait. Là, ce sont les complications, éventuelles complications. Les complications. La cécité. Et imaginez perdre la vue. Wahda. Deuxièmement, même les enfants parlent d'arrêt cardiaque, d'AVC et tout. Ça, c'est à cause du diabète et ils sont en augmentation. Et la prise en charge d'un AVC est très délicate. En Europe, on est en train de développer des structures médicales spécialement chargées de prendre en charge les AVC. Ensuite, on a la catastrophe des catastrophes, qui est la dialyse, parce que les reins sont attaqués par le diabète, et la dialyse, qui, à l'origine, quand on l'a mise en branle dans le monde entier, c'était une étape intermédiaire avec la greffe des reins.
en attendant une greffe des reins. Là, maintenant, c'est devenu une technique en Algérie. On a des centres de dialyse. Et la dialyse en elle-même est dangereuse. Elle peut apporter une hépatite. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Donc ça, c'est pour le diabète. Attendez, docteur. pardon. Oui. Et le troisième, et là on a reçu des avertissements de l'OMS, c'est les amputations des membres. Et ça, c'est quelque chose... C'est une catastrophe. Parce que l'amputation des membres, autant c'est une catastrophe pour l'individu qui subit l'amputation, avec le membre fantôme, parce que quand on enlève, on ampute, on garde toujours l'image de... Et troisièmement, c'est pas fini, il y a une prothèse. Il faut placer une prothèse qui coûte de l'argent. Donc, vous voyez tout ça. On a réfléchi, et grâce au progrès de la science, un diabète, vous n'êtes pas en train de marcher, ça vous tombe dessus. On a calculé qu'un diabète, si moi, aujourd'hui, je découvre un diabète, c'est des analyses. Et il faut dire que là, c'est l'étape finale, c'est l'explosion du diabète qui a commencé il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Voilà, c'est une maladie silencieuse. Sournoise et silencieuse. Silencieuse. Mais l'intérêt, c'est de changer notre logiciel de prison. Le diabète, spétal, l'insuline, les médicaments, et de se déplacer un petit peu, déplacer le logiciel vers... Ce sont des signes cliniques et biologiques qui nous déterminent si on va ensuite voir s'il y a une hérédité, tout ça. Donc, on a une période d'à peu près de 10 ans qui nous permettra de retarder l'apparition du diabète. Et c'est énorme, c'est la même chose qu'on fait pour l'insuffisance rénale, c'est-à-dire la mort des reins. Là, on peut, par une prise en charge logique, une médecine, une prise en charge médicale qui se déplace du fait catastrophe, la maladie, les machines, dernier cri, dernier tout ça, médicaments, on le déplace vers la prévention prédiabète. Prévention, ça veut dire quoi ? Prévention, prévenir, le verbe. On va faire un peu de grammaire, de conjugaison. Prévenir. C'est déjà 2 mots, c'est pré et venir. Donc, voir venir. C'est logique. C'est aller vers celui qui va venir. Oui. Aller vers le diabète pour qu'il ne vous surprenne pas. Alors, est-ce que c'est ça, le prédiabète ? Le prédiabète, c'est ça. C'est une série de signes cliniques et biologiques et spécifiques à la personne, en matière d'hérédité, tout ça, qui nous permettent d'être avertis. Alors justement, quels sont ces signes qui nous permettent d'être avertis, les signes donc, ou les symptômes d'un prédiabète ? Alors là, c'est très important. Le ruban maître, on s'en occupe où ? Qui c'est qui l'occupe ? C'est le tailleur. C'est le tailleur. C'est la couturière. Oui. Et bien, c'est devenu un outil de la prise en charge dans le prédiabète, c'est-à-dire de calculer nous avons une belle photo finalement qui résume toute la prévention. Hein. Voilà, tous les outils de la prévention. On va dire. Alors, c'est le ruban maître. Il y a des normes maintenant. Oui. Il y a des normes américaines et il y a des normes européennes. Le tour de taille. Le tour de taille, c'est un élément. Deuxièmement. Alors, juste, docteur, pour le tour de taille, donc pour ne pas que les téléspectateurs soient affolés par rapport à cette question, donc il y a des normes, c'est vraiment du cas par cas. Donc il n'y a pas une taille particulière à respecter. Non, attention. C'est du cas par cas. Je crois devenir quelque chose. Oui. C'est pas le tour de taille au sens mannequin ou mode de terme. Non, c'est des chiffres. Des chiffres, voilà. Des moyennes, comme on dit que le sucre. C'est des moyennes, voilà, qui sont calculées en fonction de plusieurs facteurs. Mais il y a une différence entre les chiffres, les moyennes américaines et les moyennes européennes. Pourquoi les moyennes américaines ? L'obésité aux États-Unis, c'est une catastrophe. L'obésité aussi, il y a des stades de l'obésité. Il y a modéré jusqu'à morbide, c'est-à-dire que, voilà, on réunit ces éléments-là. Ensuite, faire des analyses. Là, il faut préciser. Alors, pour les analyses, docteur, excusez-moi, est-ce qu'il y a un âge particulier auquel on doit commencer à faire des analyses et la périodicité surtout de l'analyse ? Premièrement, préciser une chose, et ça c'est très courant. On ne fait plus d'analyse parce qu'on est malade. Voilà.
Quand on est malade, vous êtes obligé de... Mais là, ce sont des analyses de prévention. Ça a changé maintenant. On fait des analyses. C'est comme on voit les gens soulever le capot de la voiture, même si elle est toute neuve. Regardez l'eau, regardez l'huile, regardez. C'est voir que. Maintenant, il faut faire des analyses pour voir quelles sont les données biologiques en matière de cholestérol, en matière de sucre. Est-ce qu'on est quand on fait régulièrement des analyses sous la conduite d'un médecin, et nos médecins doivent s'adapter à la prévention du diabète. Maintenant, ils doivent contrôler le prédiabète dans leur pratique quotidienne. C'est réunir tous ces chiffres, les avoir sous l'œil régulièrement. C'est ça le suivi, madame. Le suivi, c'est ça, c'est le suivi. Et à ce moment-là, on voit s'il y a en coordination avec un régime, s'il le faut, avec une pratique physique. Il ne faut plus parler de sport. Le sport, c'est obtenir des moyens, des chiffres pour atteindre un but. Là, ce n'est pas dans ce but-là. Maintenant, c'est une activité physique. Et surtout, informer, éclairer les gens. Pour l'activité physique, on recommande, par exemple, on voit le boulevard des Martyrs, on recommande aux gens de descendre 3 ou 4 stations avant le lieu de travail et de le faire à pied. Or, maintenant, qu'est-ce qui se développe? Les gens sortent de leur maison, montent dans la voiture, stationnent et reviennent dans leur bureau. Le bureau, ils ressortent en fin de journée, ils remontent dans leur... Où est l'activité sportive? Et entre-temps, ils se goinfrent, on se goinfre, et il y en a marre de dire une restauration catastrophique, les frites omelettes, les tacos... Donc, finalement, il n'y a aucun équilibre entre ce qu'on mange et ce qu'on dépense. Pourquoi? Parce qu'on a oublié quelque chose de base. L'être humain doit fonctionner. Là, je le vois comme une entité qui fonctionne. Réfléchir, travailler, toutes ces autres. Chacun sa façon de fonctionner, comme on dit. Mais l'alimentation, vous savez, en médecine, on dit l'être humain a des besoins. Il a des besoins pour fonctionner. Donc, les besoins, c'est en fonction de ce qu'on veut. Si j'ai une voiture, je dois partir sur Oran ou Mascara. Et je mets le plein d'essence. Ça, il faut le plein d'essence parce que je vais consommer, je vais dépenser. Mais si ma voiture, je mets juste pour aller à côté, aller acheter un pain, aller acheter son sachet de lait, donc il faut dépenser. La nourriture, c'est faire face à des besoins alimentaires. Et la nourriture, c'est de l'énergie. C'est comme si on mettait de l'essence dans la voiture pour travailler. Et le prédiabète, vous voyez, tout ce que je dis là, c'est pas moi, c'est le prédiabète, c'est éviter le diabète, le retarder. Imaginez qu'un... Alors, justement... Attendez, juste là, si vous permettez. Imaginez un jeune de 25 ans qui a un diabète. Disons, avec leur comportement, la négation, le déni de la réalité, tout ça, ils se retrouvent à 30-35 ans, insuffisant rénal. Oui. Vous savez ce que c'est 30-35 ans? Vous savez ce que c'est l'insuffisance rénale? C'est être attaché à une machine. Vous ne pouvez pas vous déplacer, vous ne pouvez pas aller à votre travail. Et il y a beaucoup d'éléments. Donc, s'occuper du prédiabète. Il faut s'occuper des diabétiques. Oui. Ça, c'est important. Mais là, kafa, c'est en arabe, ça suffit. Alors justement, par rapport au prédiabète, docteur, là vous nous avez éclairé un peu sur les signes, sur la prévention aussi, parce qu'on peut prévenir aujourd'hui. C'est des analyses. Beaucoup de pathologies, on peut les prévenir aujourd'hui, mais sinon, le prédiabète, est-ce qu'on peut le guérir contrairement au diabète? Non, il faut dire une chose. Personnellement, je considère avec d'autres confrères et collègues, le diabète n'est pas une maladie. Et il y a une logique. Quand il y a une maladie, il y a un traitement. Non, le diabète, il faut le comprendre, il faut expliquer ça à la population. C'est une défaillance. Le Créateur, Allah subhanahu, il a créé un organe qui s'appelle le pancréas, où il y a des cellules spécialisées dans la sécrétion d'une matière fondamentale pour
métaboliser, si on veut dire, le sucre pour qu'il pénètre dans les muscles et il donne de l'énergie, c'est l'insuline. Ces cellules de Langerhans, Langerhans, c'est le monsieur qui a... C'est ces îlots de Langerhans. Et elles meurent pour différentes raisons. Donc, elles ne vont plus sécréter d'insuline. Mais là, l'insuline, elle est essentielle. On ne va pas s'arrêter de manger du sucre. Donc, on pallie à une déficience de sécrétion d'insuline. Mais il faut dire une chose. L'insuline du pancréas, elle va de l'intérieur vers les cellules. Tandis que les cellules musculaires, tandis que quand je prends de l'insuline, elles vont de l'extérieur vers l'intérieur. Il y a un petit bouleversement qui a son impact. Donc c'est une déficience. C'est pallié à une insuffisance d'insuline à cause de différentes raisons dont on épuise. C'est quoi le pancréas? Imaginez une éponge, et toutes les ménagères connaissent, imbibée d'eau. Le pancréas, c'est comme une éponge imbibée, non pas d'eau, mais d'insuline. Mais quand on presse trop, comment on va le presser? À chaque fois que je mange et que le pancréas se presse pour sécréter de l'insuline. Surtout quand ce sont des sucres rapides. Des sucres rapides. Comme les boissons gazeuses, voilà, les boissons. Le pancréas, puisque vous le sollicitez, il y a un moment, il va s'épuiser avec d'autres éléments génétiques qui fait que le pancréas ne répondra plus. Quoique maintenant, ça, attention, ce sont des tests, des recherches qui ne sont pas encore appliquées. On fait une implantation de cellules. Ça, c'est les recherches pour redonner vie. Le but, c'est redonner vie au pancréas. Donc, vous voyez que le diabète n'est pas une maladie dans le sens où c'est moi qui, par mon comportement, qui va agir sur le fonctionnement du pancréas, qui est fondamental parce qu'il y a les îlots de Langerhans qui sécrètent de l'insuline. Si je ne sécrète pas plus de l'insuline, je suis diabétique. Voilà, alors justement, pour ne pas arriver à ce stade-là, et toujours en cette phase donc de pré-diabète, alors comment se fait la prise en charge en cette période? C'est très bien, formidable. Vous venez, non, sincèrement, vous venez de placer les conditions, les données d'un plan national anti-diabète. Antidiabétique, ça ne veut pas dire on va produire de l'insuline, on va ramener des médicaments. Et c'est important pour ceux qui sont atteints. Mais le logiciel de fonctionnement de la formation de nos médecins, les médecins ne sont pas formés pour prévenir, pour la prévention. Ils sont surtout formés pour soigner, entre guillemets. Soigner quoi? La maladie. On démarre dans la tête la maladie. La maladie n'est pas une fatalité. La maladie, grâce à la science, grâce au progrès scientifique, on peut éviter certaines maladies, les retarder. Si vous retardez chez quelqu'un une maladie de 20, 30 ans, 40 ans, mais c'est un gain formidable. Le cancer, le cancer du sein. Cancer du sein, il ne faut pas attendre. Et là, on voit qu'il y a une direction vers la prévention du cancer du sein par certains comportements, la mammographie et tous ces éléments, ils me permettent de prévenir la maladie. Et avant que je ne sois terrassé par la maladie, je peux prendre des dispositions qui m'évitent. Dans le prédiabète, c'est ça. C'est le tour de taille, pas avec l'idée de mannequin ou pas. Le tour de taille, il y a des normes, il y a des chiffres, il y a des analyses avec l'idée. Pourquoi je dis qu'il faut changer le disque? L'idée qu'il ne faut plus faire d'analyse médicale parce qu'on est malade, ça a changé. On fait des analyses médicales pour suivre l'évolution. Si je découvre un petit décalage en matière de sucre, de triglycérides, ces éléments-là, je peux prendre en charge et suivre, mais pas de les laisser partir dans la nature. Alors justement, par rapport à ces analyses, docteur, de prévention, classiques, avec les analyses classiques de prévention, en Algérie. Vous recommandez quelle périodicité? Là,
Premièrement, la périodicité est individuelle. Elle est fixée par le médecin. Et le médecin prend ses décisions en fonction des chiffres qu'il a sous les yeux. D'accord. Vous voyez, c'est ça le suivi. C'est être à deux. C'est être à deux et donner des conseils. Attention, ça commence il va falloir baisser votre triglycérides, il va falloir diminuer le pain. Alors, par exemple, il faut renforcer le pain. Le pain, dans notre pays, c'est une consommation absurde, avec des déchets absurdes également. Le pain est le principal fournisseur de diabète en Algérie. Le pain, c'est du sucre. Le pain, c'est de l'amidon. Le pain, c'est... Alors, je donne une petite éducation régulièrement. Il y a des femmes au niveau du centre de Talasso, des femmes qui me disent on s'en fout. Oui. ماشي تعجني بيدك ولا تشات شي البولونجي ولا Qui نعجنوا بيدينا, on assure au moins l'hygiène. Au moins, on sait ce qu'il y a dans le pain. Au moins ça. Je vous l'accorde, ça c'est important. Mais quand on parle d'un produit alimentaire comme le pain, il faut parler en qualité et en quantité. C'est deux éléments. La quantité, il ne faut pas dépasser 100 grammes jour. Et là, j'aimerais bien... Pour n'importe quelle céréale. N'importe quelle. Mais la céréale, c'est la céréale, c'est le grain. Parce que le pain blanc, ça reste quand même de la farine raffinée, alors que si on parle de pain complet, de pain noir, je me dis peut-être que on a droit un peu plus. Pourquoi il est noir? Pourquoi il est complet? Pourquoi? C'est très simple. Tout pain, ça part des céréales. Ça part de céréales. Le grain de blé. Mais comment il est fait? Et c'est ce qu'il faut apprendre dans les écoles. Et c'est ça qui est. Qu'est-ce qu'un grain de blé? C'est un grain blanc, recouvert de pellicule. En fonction, avec le développement, on enlève toutes les grains, toutes les couvertures du grain de blé et on a le pain blanc, zama de niveau, ça a été. Mais quand on garde les couvertures, moi j'appelle ça les couvertures du grain de blé, à ce moment-là, on a le blé complet, le blé, l'orge, toutes ces histoires-là, mais c'est toujours les céréales. C'est ça qui est important. Donc, le truc. Et ensuite, les gens se plaignent du côlon. Mon transit intestinal, il n'est pas bon, tout ça. Mais c'est normal. C'est normal parce qu'on ne fait que manger du pain à gogo. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut faire varier. Et le pain, le grain de blé, c'est sucré. C'est de l'amidon, ncha. Donc, vous voyez, il faut vraiment reprendre en main notre mode de vie. Moi, j'en ai marre d'entendre des gens dire notre alimentation, mais quand je me balade à Oran ou à Alger ou à Constantine, les bad food, les fast food, et les gens, il faut voir la population, les clients, les gens font la chaîne. Et après, ils pensent qu'en prenant un médicament, ça va agir, c'est de l'infantilisation. C'est comme les gosses, c'est pas moi, c'est... Oui. Voilà. Il donc faut... effectivement, docteur, voilà. Donc, et ce qui est important... On retient de cette rubrique, encore une fois, la prévention. La prévention, elle est fondamentale. Et à l'occasion de cette journée mondiale du diabète, il faut parler du diabète et de sa prévention. Il ne faut pas parler de la maladie. On dit en médecine, on dit qu'on est morbide. Eh ben voilà, donc on retient de cette rubrique d'aujourd'hui, docteur, encore une fois, la prévention et une bonne hygiène de vie. Donc, chose promise, chose due. Vous voulez écouter quelque chose? Oui. On vous fait écouter quelque chose? Il y a eu des trucs dans les coulisses. Allez, ça c'est pour vous. Juste au niveau de la... قلت قلبك ما هو عندي ولا سلب زوين القرحة حين لقيت قراك تصادي هدرتك غيرة حريحة ما ترسل من رسول الوادي في مرضي ولا في الصحة تعرفي من ريول عنودي قولوا وافعل طريق صحيحة غير انا نبغيك بجدودي صادر عنك كل فضيحة بالحماق
La musique est essentielle et les paroles aussi sont très importantes. Ah ben voilà, c'était rien que pour vous, docteur Abdelkader El Khaldi. Merci. Voilà, merci à vous, docteur. On se retrouve vendredi prochain, Inch'Allah, pour une autre thématique, encore une fois. Merci à vous. On continue, on reste toujours sur le registre santé. D'ailleurs, on en parlait ce matin, avant de commencer, côté psychologique. Oui. Qui est très très important. Et justement, l'ami Aboud-Bouda s'intéresse à la prise en charge psychologique. Elle se pose la question à quel moment il est recommandé d'aller voir un psychologue, et elle répond à cette question dans ce reportage. On se retrouve juste après. Consulter un psychologue est devenu un acte presque courant. Pourtant, les résistances et les réticences persistent. راقيني معاك صاحب البسيكولوج قالوا لي واش راح بروبوزاو لي باش نروح في البسيكولوج ما دخلتش في راسي. Le psychologue est considéré comme le patient quand il va chez un psychologue, il est considéré comme amoindri psychologiquement ou un peu atteint entre parenthèses en défaut. الحياة اليومية انت نتلقاو مشاكل نتلقاو صعوبات نتلقاو كذا يعني والطبيب النفساني يتقرب للإنسان اللي يكون في حالة يعني نفسية متدهورة يتقرب ليه يعطي له حلول يعطي له أمورات يعني اللي يقدر يكمل بهم حياته. Traumatisme, mal-être, phobie, déprime, burn-out, stress, deuil. Le psychologue intervient dans la résolution de nombreux problèmes. Le rôle du psychologue est donc d'aider son patient à avoir une meilleure compréhension de ses problèmes et à retrouver un mieux-être. Pour en savoir un peu plus sur ce métier, son importance, on a poussé la porte du cabinet d'un psychothérapeute. Venir chez le thérapeute permet de lire ce qui se passe au fond de soi. Le thérapeute est le miroir à travers lequel je vais me découvrir. Le thérapeute est entraîné à poser les bonnes questions. Lorsque les bonnes questions sont posées, la personne progressivement, toujours progressivement, finit par prendre conscience et se libérer. Quand je prends conscience, quand je découvre qu'est-ce qui se passe au fond de moi, je retrouve la liberté d'exister, la liberté d'être moi-même et de faire les choses au mieux. Choisir le bon praticien est important, car le psychologue possède les clés du changement, mais seul le patient a la capacité de s'en servir. Je peux le définir à partir de l'expérience, le désir sincère d'aider. S'il n'y a pas cela, les gens peuvent traîner des années, ils restent comme ils sont. Le désir sincère, ça c'est à la limite, aider les autres, ce n'est pas un travail comme les autres. Être sensible à leurs souffrances pour pouvoir les aider. Dans le milieu scolaire, le rôle des psychologues est vital. Ils peuvent déceler les élèves qui rencontrent des difficultés dans le cheminement scolaire, que ce soit au niveau de l'apprentissage, du comportement ou des émotions. Les cas en difficulté sont orientés vers des pédopsychiatres. Le rôle des psychologues, il est très important dans la société, il est très important dans la famille, il est extrêmement important dans la scolarité de l'enfant. Logiquement, il devrait y avoir, il y en a en tous les cas, dans le plan sanitaire national, il y a ce qu'on appelle des unités de dépistage scolaire, les UDS, qui sont répartis quand même, il y en a à peu près plus de 1500. Le but donc, de ces psychologues, c'est de faire un repérage. Quand un enfant, donc à l'âge de 6 ans, il rentre à l'école, il y a des enfants qui ne sont pas diagnostiqués, ni par les pédiatres, ni par les parents. Donc, s'ils sont diagnostiqués, donc les parents vont faire un signalement, il y aura un accompagnement psychologique au niveau des unités scolaires. Mais si ce n'est pas le cas, ils font des rotations de consultation. Le rôle est très important. Donc, ces psychologues, quand ils peuvent prendre en charge cet enfant, et ils le prennent pour des petites consultations de psychologie, et très souvent, ils nous orientent à nous, en qualité de médecins qui s'occupent des enfants, pour une prise en charge. Enfants, adolescents, adultes, quand notre santé mentale va mal, il faut consulter un psychologue pour repérer ses difficultés et ses souffrances. Il nous aidera à trouver des solutions adéquates et nous guidera ainsi sur la route du bien-être.
Voilà, de retour sur le plateau, excusez-moi, de retour sur le plateau. Et donc c'était Lamia Boudbouda qui, elle, s'est intéressée à la prise en charge psychologique et surtout s'est posé la question à quel moment il faut aller consulter un psychologue. Restons toujours sur le registre santé, sur le registre prise en charge. Et cette fois-ci, nous allons parler de la prise en charge des prématurés. C'est un projet qui a été initié ou qui est initié par l'association, la fondation, Algeria United, qui est représentée ce matin par l'un des membres fondateurs, responsable donc de la commission santé. Il s'agit du docteur Belbaqi Djemeldine. Bonjour. Bonjour. Bienvenue merci, à vous. Merci pour l'invitation. Marhaba bik. Alors la fondation donc Algeria United existe déjà depuis 2 ans, oui, n'est-ce pas? Depuis 2 ans, oui. Depuis 2 ans. Quels sont vos principaux objectifs? Notre slogan nous parle de lui-même. Notre slogan, c'est la construction de la personne et de la société. Bina al-fard ou al-mujtama. Donc ça englobe tout ce qui est formation, sensibilisation et tout ce qui est, on va agir dans le cas du besoin, par exemple dans les catastrophes, voilà. Voilà, vous avez été d'ailleurs très très présent lors de l'épisode Covid, rien qu'en 2 ans d'existence, mais beaucoup d'activités, beaucoup d'actions sur terrain. C'est le Covid qui nous a emmenés à créer cette fondation et on était présents. On va dire un mal pour un bien? Oui, bien sûr. Donc peut-être on dit merci au coronavirus. Sinon, on a intervenu à Tizi Ouzou dans le cas de catastrophe et dernièrement, on était les premiers à intervenir au niveau de Taref. Voilà, et justement, cette fois-ci, vous venez avec un projet très très intéressant qui est destiné, on va dire, à une frange de la société, parce qu'ils font quand même partie de la société, les prématurés. Oui, parce que les prématurés sont en intra-utérine, donc ils n'existaient pas. Donc là, on a essayé avec ce projet de gérer le problème en amont. Donc ça, c'est dans un service de maternité néonate. Donc s'il y a un problème s'il y a une naissance avec une petite détresse respiratoire, donc s'il n'y a pas un défaut de manque de couveuse, donc ça peut créer un problème. Donc on a essayé de gérer ce problème en amont. On a essayé de faire le tour des hôpitaux à l'intérieur du pays. Il y a des critères par rapport au nombre, la population. Donc on a essayé d'aider. On a été à Bouj Bouarerij, Msila, Qasr Boukhari, Oran et avant-hier c'était à Al-Harrach. Voilà, c'est quand même il y a eu des actions, dons de couveuses. Voilà. Alors justement, un don de couveuse, mais sinon, en quoi consistent justement toutes ces actions et ce projet-là particulièrement? Si on va, c'est-à-dire, il y a un mal qui est profond. Par exemple, si vous avez un couple qui met 10 ans pour avoir... Et donc là, au moment de la naissance, à défaut des fois, il y a une couveuse qui est tombée en panne le jour de la naissance, au moment de la naissance. Donc c'est un problème. Donc on essaie de gérer, d'essayer d'aider, au moins que les médecins, le personnel, soient dans une situation, c'est-à-dire confortable. Et donc c'est un projet qui a une appellation assez... on va dire assez représentative. C'est un projet qui s'appelle Khadij. Khadij, c'est le nom en arabe, c'est les enfants. Al-Khodij, c'est les les prématurés. Donc, le fait de donner un nom à un projet, donc c'est un moyen de sensibilisation. Donc, nos chers téléspectateurs qui sont en train de voir, quand ils voient que le terme projet Khadij, donc c'est un moyen de sensibilisation. Mais ces enfants existent, donc moins de 37 semaines jusqu'à 27 semaines, considérés comme préma. Et donc, il leur faut une prise en charge particulière. Une prise en charge, c'est tout un plateau technique. Il n'y a pas que les couveuses. Oui. Il y a le belly check, il y a les CPAP, il y a des fois des tétans respiratoires, il y a des respirateurs qui sont spéciaux pour ces nouveaux-nés. Surtout, il y a des plaques chauffantes de réa au moment de l'accouchement. Donc, c'est un tout. Voilà, alors c'est un tout justement, c'est tout un plateau technique comme vous le dites si bien, donc il y a le matériel que vous avez pu fournir par rapport à ce projet, donc dans le cadre des activités de votre association, mais qu'en est-il aussi de la formation, de l'accompagnement aussi, du staff médical, du staff paramédical aussi?
Nous, dans nos projets, par exemple, dans le cadre de tout ce qui est malade, par exemple, les malades atteints de cancer, normalement, d'ici la fin de l'année, viendra au jour, c'est-à-dire un centre d'hébergement et d'accompagnement de ces patients atteints de cancer. Il y aura l'hébergement, la restauration, la prise en charge en termes d'examens médicaux, afin qu'on va anticiper, afin que le dossier soit complet au plus tôt possible, pour que le protocole de prise en charge soit fait le plus rapidement possible. Et ça va se faire sur Alger ou sur plusieurs wilayas? On a aussi le transport sanitaire. Non, c'est le centre, il est sur le premier centre, il est né à Alger. À Alger. Parce qu'on a une donation, donc on a une bâtisse qu'on a essayé d'aménager, d'une conception qui est moderne, avec des chambres qui ont toutes les... c'est vraiment moderne. Sinon, on les appelle Dor. Dor, c'est le pluriel d'Ar, une maison. Dor, nous, ça va être une chaîne. Donc, on va essayer de répartir ces maisons et être le plus proche possible au centre, là où il y a les prises en charge de ces malades atteints de cancer. Alors, vous utilisez quand même des appellations très proches, j'ai envie de dire, du patrimoine linguistique, du patrimoine même, finalement, du pays. C'est une façon, finalement, de faire la promotion aussi? La promotion, oui. Je vous donne un exemple. Il y a 2 ans de ça, on a fait, parce qu'on le fait chaque année, il y a ce qu'on appelle le iftar pour les personnes à handicap, ce qu'on appelle les Dawi al-Himam. Et bien, Dawi al-Himam, qui est en train c'est-à-dire, elle s'est installée, le thème Dawi al-Himam, c'est la fondation qui a pu imposer ce terme Dawi al-Himam. Alors, vous étiez à l'origine du concept? C'est à l'origine de cette appellation, et je pense que à partir de ce plateau, au niveau des cartes de Mouawak, je pense qu'il faut changer cette appellation et mettre carte Dawi al-Himam, parce que l'Himam, c'est la high détermination, c'est l'Himma, c'est la détermination. Oui. Et alors, on le voit dans l'handisport. On le voit, effectivement. Ils ont raflé toutes les mêmes derniers mois en Égypte. Ils ont raflé toutes les médailles. Et les personnes normandes n'ont rien ramené. Voilà. Finalement, pas que dans le sport, même aussi dans la technologie, dans la création, dans les inventions, dans l'enseignement. Justement, au niveau du siège, on a une salle qui est au rez-de-chaussée, une salle de formation, elle est dédiée à ces personnes. Donc, on est en train de faire de la formation pour l'insertion professionnelle. D'accord, ce sont des formations qui consistent en quoi? Les formations en e-commerce, ça dépend ses diplômes et sa qualification. D'accord. En général, c'est des universitaires. On essaie de les insérer au niveau des entreprises. Du marché de l'emploi d'une manière générale. On a déjà une convention avec une société qui est connue, elle est privée. Donc on a une convention pour qu'ils puissent insérer certaines personnes selon leur qualification. Espérons que toutes les sociétés, parce que nous, on prépare le besoin de ces sociétés. Donc on est l'interlocuteur. C'est ça notre but, l'objectif de la Fondation. C'est-à-dire on trie, on forme selon le besoin. C'est-à-dire on prépare ces personnes pour s'insérer dans la vie professionnelle. La vie professionnelle, la vie sociale d'une manière générale, effectivement. Donc finalement, ce n'est pas une fondation qui se spécialise que sur le plan santé. Donc plusieurs volets. C'est une partie. C'est une partie. Même par rapport à la santé, donc il y aura une série de vidéos dans le cadre de l'éducation sanitaire et tous les thèmes santé. Et justement, c'est ce que vous me disiez pendant que le reportage passait, la prévention est très importante. Vous me parlez d'ailleurs du cancer et vous me disiez que finalement tout est question, encore une fois, de prévention. Le cancer, je pense que parce que toutes les familles ont une personne atteinte de cancer aujourd'hui. Donc là, il faut gérer nos habitudes alimentaires, il faut gérer le tout. Vous m'avez donné l'exemple d'ailleurs des plats qu'on utilise au niveau des restos. Au niveau des fast-food,
On peut en parler, hein, donc ça fait partie de la sensibilisation. Bien sûr, ça c'est notre devoir de sensibiliser. Au niveau du fast-food, je pense qu'il y a pas mal de fast-food qui ont des plaques, là on grille pour faire le tacos, etc. Je pense qu'ils ne sont pas alimentaires. Donc il faut vraiment s'assurer que ces plaques, surtout avec l'huile, le brûler, donc c'est vraiment... ce n'est pas de l'acier inoxydable finalement. Ce n'est pas des... il y a des plaques qui sont normalisées et alimentaires. Oui, voilà. Donc rien que l'utilisation d'un mauvais matériel peut déclencher aussi... Donc, je pense qu'il faut mettre en conformité ces types de restauration rapide. C'est vraiment très très important. Finalement, c'est le concours de tous, hein, encore une fois. Il y a l'action citoyenne, c'est à nous de changer déjà nos habitudes alimentaires et le reste suit. Voilà, le reste suit, effectivement. D'autres projets au niveau de la Fondation? Les projets, on a le 22 et le 23 novembre. Il y a une opération dans 200 avec un concours avec un opérateur téléphonique, on ne va pas citer le nom, et l'Agence nationale de dons de sang. D'accord. Donc on sera présent à la placette d'Albeda et au niveau de la placette de Ruissou. Ah, le pétrole rouge? Ah oui, là c'est parce qu'il y a un manque flagrant. Vous savez, il y a des patients qui nécessitent chaque 3 semaines du sang. Donc voyez le nombre. Donc si on voit les réserves et le besoin, l'offre et la demande, il y a vraiment un déséquilibre. Il y a un déséquilibre, voilà. Donc encore une fois, un appel qu'on va lancer ce matin, du moment que vous serez présent. Oui, bien sûr. Donc pour les personnes, donc c'est bon pour la santé. Le renouveler, c'est... Voilà, effectivement, déjà. C'est cellules sanguines, donc il faut renouveler le sang. Et puis on bénéficie, on le dit à chaque fois, d'un bilan gratuit aussi. Oui, bien sûr, le bilan gratuit. Sinon, quand on donne du sang, peut-être ce sac de sang ira à un proche. On ne le sait pas. On ne le sait pas, effectivement. On ne le sait pas. Effectivement. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. On vous souhaite une très très belle continuation dans tout ce que vous allez entreprendre au sein de votre association, de votre fondation. Donc je rappelle, docteur Belbaqi Djemeldine, vous êtes médecin dentiste. Voilà, médecin dentiste, et vous êtes donc membre fondateur de la fondation Adjaya United et vous êtes responsable donc de la commission santé. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Je vous remercie pour l'invitation et un bon vendredi au peuple algérien, à la communauté à l'étranger. Merci beaucoup et marhaba bik encore une fois. Merci, et on continue, cette fois-ci nous allons nous intéresser à un très bel événement qui s'est tenu la semaine dernière d'ailleurs au niveau de la wilaya de Boumerdès. Un club vert, là où on voit un peu les enfants, les adolescents exceller en matière de créativité sur tout ce qui touche donc le domaine environnemental. C'est Samia Bouarour qui s'est déplacée et elle est revenue avec cette couverture. On se retrouve juste après. Une échappée belle pour ces petits écolos dans cet espace où divers projets environnementaux sont présentés lors de cette rencontre nationale des clubs verts à Boumerdès. Nous avons reçu 37 wilayas, représentantes par des jeunes porteurs de projets. La thématique principale de cette édition, les dernières innovations concernant le domaine du recyclage. Des maquettes de projets environnementaux relatifs, entre autres, aux énergies renouvelables, à l'agriculture et à l'élevage ont été exposées à l'exemple de ces panneaux solaires pivotants. Notre invention Solar Triking, au niveau de notre club scientifique à l'université de Boumerdès. Ce panneau solaire pivotant qui exploite l'énergie solaire à 100%. Un système doté d'une carte mère qui peut fonctionner via Internet. À l'origine de ces initiatives, des jeunes qui sont de plus en plus engagés en faveur de la nature, avec des idées innovantes, à l'exemple de ce projet lancé à El Khroub dans la wilaya de Constantine, qui a bénéficié d'un financement de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies et l'Union européenne sur les méthodes de gestion des déchets ménagers. On a pu installer tout un système de trait sélectif dans 4 quartiers pilotes à Al Khroub. Nous avons formé 15 porteurs de projets, dont 3 qui ont pu concrétiser leurs projets en créant de petites entreprises dans la transformation des déchets. Nous avons lancé un projet intitulé Récup Art, à travers lequel 10 femmes au foyer ont pu avoir des ressources en transformant du carton en œuvre artistique. Préservation de l'environnement, recyclage, énergie renouvelable, des concepts que ces clubs scientifiques et verts ont adoptés et présentés.
Notre club vert à Sétif active déjà pour sensibiliser les gens autour de la préservation des 3 zones humides dont dispose notre wilaya. Des zones d'ailleurs classées selon les accords Ramsar comme Spret Bazir Sekra. Des zones qu'il faut absolument protéger. Notre deuxième projet au niveau de notre club vert est de créer des serres intelligents dotés de panneaux solaires. Inculquer aux enfants les bons réflexes et les gestes écologiques est l'objectif de cette rencontre. Et voilà, de retour sur le plateau, un très très bel événement. Donc le Club Vert, c'est Samia Bouarour qui s'est intéressé. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à l'un des plus grands événements dédiés à la technologie, à l'information, à la communication ici en Algérie. Il s'agit de la 3e édition du Salon Digitech. Nous en parlons ce matin en compagnie de Rima Zahir. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Marhaba bik. Alors nous sommes à la 3e édition de ce salon. Donc ce salon devient, on va dire, plus que nécessaire finalement. Parce qu'aujourd'hui, il y a carrément une explosion d'inventions, une explosion de la technologie. Et on retrouve la technologie dans tous les domaines, sans exception. Tout à fait. Donc voilà, on est à la 3e édition du Salon Digitech qui se déroulera au CIC d'Alger à Abdellatif Rahal du 13 au 15 novembre, ce dimanche, Inch'Allah. Voilà, donc à partir de demain. Non, après-demain. Non, dimanche. Après-demain, pardon. Après-demain, Inch'Allah. Donc c'est sous le parrainage du ministère de la Numérisation et des Statistiques, sponsorisé par Cisco Systems, CIS Group, RTI, Dell Technologies, AGB et Rakuten Viber. Alors donc c'est un événement qui rassemble aussi plusieurs exposants qui tous donc évoluent dans le domaine de l'information, communication, dans le domaine de la technologie. Tout à fait. Ça va regrouper cette année 70 exposants, voilà, algériens et étrangers, voilà, dans la zone MENA, Middle East et Nord-Afrique, Tunisie, Liban. Voilà, donc il y aura des startups, une exposition, des concours de robotique à travers les clubs scientifiques. Les clubs scientifiques universitaires, toujours ? Tout à fait, tels que CELEC, LESI et Shellmate. D'accord, donc ce sont des concours sur place, ce sont des concours qui ont été préparés justement. Préparés, ils vont exposer ça sur place. D'accord. Voilà, il y aura des conférences, des ateliers sur de différentes thématiques à travers des experts internationaux. Voilà. Et pour la première fois en Algérie, voire au Maghreb, l'événement sera en présentiel et en virtuel, via Metaverse. Voilà, c'est un monde virtuel qui regroupe. C'est la grande nouveauté d'ailleurs de cette année, de cette édition. Qui voilà, là où plusieurs personnes peuvent interagir entre elles en virtuel. C'est le même concept, mais c'est un autre monde. Voilà. Mais virtuel. Donc c'est le même concept en virtuel, ça veut dire qu'il va y avoir aussi des exposants virtuels. Exposants et conférences. Tout va être en live. Voilà, donc les conférences, c'est vraiment une activité qui se fait en marge de l'exposition. Donc ça va être un programme autour de quoi par rapport aux conférences ? Alors il y aura plusieurs thématiques dans la pénurie des profils IT en Algérie, la transformation digitale, la gestion de la transformation digitale aussi, l'open banking, la révolution du secteur des finances, la cybersécurité, la digitalisation des transports, des assurances et aussi l'apport des startups dans le développement économique du pays, de l'Algérie. D'accord. Donc il y aura des débats, des panels, des monopanels, des présentations et tout va être en live. Alors, ce sont des conférences qui seront destinées à qui ? Est-ce que c'est tout le monde qui peut s'inscrire ou c'est vraiment pour un public ciblé ? C'est les professionnels, tous les domaines d'activité, mais B2B, professionnels. D'accord. Voilà, c'est ouvert pas au grand public, sauf les étudiants. Voilà, donc l'accès il est gratuit, donc ils peuvent s'inscrire sur le site web, ils auront le badge directement, on a publié le programme, ils peuvent assister à n'importe quelle thématique. Voilà, donc les conférences c'est tout au long des 3 jours. Non, 2e et 3e jour, le 14 et le 15. Donc le premier jour il y aura l'inauguration, l'exposition et la rencontre des professionnels. Donc on a parlé de Metaverse comme vraiment une nouveauté pour cette 3e édition. D'autres nouveautés probablement pour cette année ? Il y a de nouveaux exposants, des représentants étrangers, voilà, donc des concours, une cérémonie de remise de trophées. Il y aura un concours là où le public, les visiteurs, ils vont voter en toute transparence pour les solutions proposées lors du salon.
Les solutions proposées par les clubs scientifiques toujours? Clubs scientifiques, start-up et exposants, grandes entreprises. Donc finalement, c'est un travail qui a été fait au préalable. Donc vous avez, on va dire, exposé des problématiques auxquelles donc, tous ces participants ont essayé de répondre. Tout à fait. Voilà, donc par rapport, encore une fois, à ces problématiques, ça a touché quel domaine? Tous les domaines d'activité. Tout le monde est appelé à la digitalisation. Voilà, donc l'événement Je parle finalement du concours. Oui. Du concours, là où vous allez distribuer des trophées. Donc vous avez dit, il y a eu des solutions qui ont été proposées. Tout à fait. Des solutions par rapport à quel domaine? Digital, technologie, l'IoT, la monétique, l'assurance, l'e-banking, tous les secteurs présents lors de l'événement. Donc le salon lui-même, il se veut être l'écosystème qui unifie les professionnels sur la thématique de la numérisation et toutes les technologies qui pourraient accélérer accélérer les petites jusqu'aux grandes entreprises, en passant par l'étudiant du domaine. D'accord, c'est vrai que c'est tout un écosystème. Voilà, c'est vrai que les étudiants n'arrêtent pas de nous impressionner à travers les clubs scientifiques. Ils font un travail vraiment énorme. Même les startups aussi. Même les startups. Bon, on les a invités gratuitement pour les aider un petit peu à promouvoir leur projet. Pourquoi pas exporter leur savoir-faire? Pourquoi pas? Voilà, dans d'autres continents. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'ingéniosité dans les solutions qu'ils proposent effectivement. Mais sinon, cette édition, comparée aux deux premières éditions, quelle est la valeur ajoutée? C'est déjà les sujets abordés. Voilà, l'édition précédente était déjà un succès, alhamdoulilah. Oui. Mais c'était d'autant plus que l'édition précédente a été préparée juste dans après des conditions. Le Covid. Voilà. C'était des conditions très difficiles. Très difficiles. Donc cette année, alhamdoulilah, on était très à l'aise et on a ciblé des thématiques et voilà. Voilà, donc finalement, un petit peu vos attentes par rapport aux deux premières éditions? Déjà, le nombre de visiteurs. On a une estimation de 12 000 visiteurs. Alors, les visiteurs, c'est par contre ouvert à tous? Pas le grand public, professionnel. Tous les domaines d'activité. D'accord. Tous les secteurs d'activité. Voilà. Donc, estimé à 12 000 visiteurs. 12 000 visiteurs sur les 3 jours, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, ça, c'est un petit peu... un rush. Voilà. Un petit peu vos attentes aussi par rapport aux visiteurs. D'autres attentes par rapport au salon? Inch'Allah, des partenariats enrichissants et voilà, gagnant-gagnant. D'autant plus qu'il va y avoir des étrangers qui vont participer. Oui. Pourquoi Tunisie, Liban et Qatar, un peu de... Voilà, pourquoi pas des partenariats avec des pays, pays voisins, des pays étrangers aussi. Donc, histoire d'échanger un petit peu les expériences. Tout à fait. Oui. Oui. Voilà, et aussi, quand je vous ai dit, exporter le savoir-faire algérien à travers d'autres continents et d'autres zones. Et des partenariats gagnant-gagnant stratégiques. Voilà, d'autant plus que les startups aujourd'hui sont très ingénieuses et par rapport à l'accès à l'information aussi, par rapport à l'accès aux moyens de communication. Donc on arrive très vite à identifier les besoins parce que finalement les besoins changent d'une société à une autre, n'est-ce pas? Donc on arrive très vite à identifier un petit peu les besoins des autres sociétés. Tout à fait, et trouver des solutions, poser des problématiques avec des solutions derrière tout ça. Et donc ça, c'est un peu le travail des startups. Tout à fait. Voilà. Mais ils bossent très dur. Voilà, mais sinon, pour revenir un peu aux problématiques qui ont été posées, aux solutions qui seront proposées aussi au concours que vous avez aussi préparé, que vous avez organisé au sein du salon. Donc, j'allais dire par rapport, encore une fois, aux thématiques qui ont été proposées. Il y a eu une périodicité particulière, donc plutôt pendant laquelle la problématique a été posée et que les entreprises devaient, encore une fois, proposer des solutions. Tout à fait, ils devaient réagir dans des secteurs ciblés. Voilà, pour la digitalisation du secteur public, de la vie quotidienne et trouver des solutions adaptables. Voilà. Et donc, ce sont des solutions, effectivement, donc, qui sont proposées, qui seront évaluées au niveau du salon. Mais quel est finalement le devenir de toutes ces solutions? Elles seront adoptées par les entreprises ou c'est juste dans un cadre compétitif? On espère une application, oui. Bien sûr, c'est le but. Voilà. Donc, c'est ce qui serait intéressant, vraiment, de promouvoir un peu toutes ces solutions. Tout à fait. Voilà, donc on rappelle un petit peu le rendez-vous de ce salon. Donc du 13 au 15 novembre, Inch'Allah. Donc ça sera ce dimanche, lundi, mardi. Et marhaba, Inch'Allah, vous y serez parmi nous aussi. Voilà, Inch'Allah, d'autant plus qu'il y a beaucoup de nouveautés, Tout à fait. beaucoup de nouveautés pour cette année. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. À vous, Lima Zahir, d'avoir été parmi nous ce matin. Donc rendez-vous pris du 12
Au 15. Du 13 Pardon, au 15. du 13 au 15. J'ai un gros problème avec les dates. C'est vrai. Désolée. Donc du 13 au 15 au niveau du CIC. Merci encore une fois et belle réussite pour cette troisième édition. Merci beaucoup. Merci encore une fois. Et cette fois-ci, nous allons aller du côté de la galerie Mustafa Kateb, là où notre ami Rilas Ould Hamouda s'est rendu. Puisque la galerie abrite une très très belle exposition autour de la Casbah. Je vous laisse voir ce reportage et on se retrouve juste après. Fatima Zahra Hadj Ahmed est depuis une vingtaine d'années dans le domaine de l'éducation. Elle est venue dans la photographie accidentellement. Aujourd'hui, elle expose pour la toute première fois. Native de la Casbah, elle avait très souvent le loisir de faire des constats sur de belles bâtisses architecturales dans la capitale. Ici, au centre culturel Mustafa Kateb, la quinzaine de clichés que propose l'artiste, en couleur et en noir et blanc, dégage de l'émotion et de la nostalgie. J'ai commencé à prendre des photos au début, juste avec un petit smartphone en 2012 et tout. Pour moi, c'était pas très... Bon, c'était pour le plaisir. Mais par la suite, j'ai commencé à aimer parce que les gens aimaient mes photos. Malgré prise avec un simple smartphone, j'ai commencé à penser à m'améliorer. Par la suite, j'ai acheté un petit appareil numérique. J'ai fait une petite formation et j'ai commencé à m'entraîner toute seule, surtout dans la rue. Je prenais des photos, des portraits, des photos architecturales. Parce que c'est quand même la graine de tout un projet, de toute une vie. Elle a tant rêvé de réaliser une exposition. J'étais avec elle dans son parcours, pas tout le temps, mais c'est une fan de la Casbah, où chaque photo qu'elle prenait, c'était vraiment... Les photos de Fatima sont un témoignage. C'est le charme de l'instant volé, suspendu, qui se déclenche au moment exact où le hasard place les différents éléments au bon endroit. Devant son objectif, c'est comme si le cosmos orchestrait les corps, les mouvements, la lumière pour qu'ils convergent, se répandent en un puzzle complexe. Je suis née là-bas, mais j'ai aimé aussi la Casbah. La première fois, j'ai fait une visite vraiment dans les profondeurs de la Casbah, c'était en 2014. C'était un guide, Dr. Oufa. La visite, elle m'a beaucoup marqué parce que on a des côtés de la Casbah qui ne connaissions pas, surtout les côtés délabrés, abandonnés et tout. Et maintenant, j'ai eu l'idée qu'il fallait que je fasse quelque chose. Je voulais montrer la Casbah comme elle est à l'état réel d'elle. La Casbah qui m'a rahi doka. Je voulais que les gens voient la Casbah اللي راهي تريب. Je voulais que les gens يشوفوا la Casbah elle est dans un état vraiment très triste parce que بالك في les réseaux sociaux et tout يشوفوا غير le côté شباب اللي بينوه لي guides et tout. Mais la vraie Casbah elle est en train de disparaître. Autant de scènes de vie sont représentées dans les œuvres de cet artiste, au talent avéré. À travers les photos de Fatima Hadj Ahmed, on comprend qu'il faut se sentir impliqué dans ce que l'on découpe à travers le viseur. Et de retour sur le plateau, c'était une très belle exposition de photographie qui s'est déroulée au niveau de la galerie Mustafa Kateb. Restant dans le domaine de l'art, cette fois-ci nous allons nous intéresser à la peinture en compagnie de notre invité, artiste peintre, Dr Khadija Hadji Bouamaran. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue à vous. Merci. Alors je dis docteur parce que vous êtes déjà médecin. Oui. N'est-ce pas? Oui. Merci pour l'invitation. Marhaba bik. Alors un médecin qui se convertit à l'art? Oui. Ça va de soi? Il y a beaucoup de médecins qui sont artistes. Effectivement, oui. Beaucoup, on en reçoit énormément. Oui. Ça va de soi, finalement? Oui, c'est une échappatoire. Oui. Une échappatoire parce qu'on vit la détresse humaine quotidiennement. Effectivement. Et la détresse humaine, elle nous booste à essayer, on essaye de nous évader. Mm-hmm. On essaye de nous évader, on essaye de montrer l'autre côté de la médaille, voilà. le revers d'une médaille, que la vie, elle n'est pas aussi douloureuse. Voilà. Voilà. Voilà, effectivement. Et donc, vous, c'est plutôt le domaine de la peinture que vous avez investi. Oui. Et c'est à quel moment où vous avez eu le déclic?
Moi, depuis très longtemps, j'ai peint et j'ai dessiné surtout parce que j'ai un oncle, Allah yarhamou, qui faisait, oui, c'était une activité secondaire qu'il faisait. Oui. Et moi, j'étais toute petite. Il m'a initiée au crayon et à la peinture et c'est venu comme ça. Au lycée aussi, j'ai beaucoup peint. D'ailleurs, le directeur, il avait mis tous mes tableaux dans son bureau. D'accord. Donc très jeune déjà, vous avez exposé au sein de l'école. Oui, au sein de l'école. J'avais un professeur qui était magnifique, c'était un Égyptien, c'est un artiste et il m'avait encouragée dans ce sens-là. Et après, vous savez, la médecine, vous êtes amputé d'une partie de vous-même. Oui. Vous n'avez pas le temps de rien faire d'autre que la médecine. Et là, quand j'ai pris ma retraite, j'ai eu le déclic parce qu'il fallait que je reste en contact avec la société, avec le monde réel. Et la peinture m'est revenue comme ça. Elle m'est revenue comme ça. C'était la seule chose que je pouvais faire en dehors de la médecine. En tout cas, c'est un travail très gracieux. On le voit à travers les tableaux que vous avez ramenés aujourd'hui. Une thématique particulière que vous aimez peindre, que vous aimez mettre en valeur à travers vos peintures? J'aime peindre les choses de la vie. C'est-à-dire, j'aime peindre une dame qui est en train de discuter avec sa fille, elle est en train de rouler le couscous, les scènes de vie en général. Voilà, c'est ce que j'aimerais faire. C'est ce que vous êtes en train de voir, de découvrir? Oui. Donc finalement, les scènes de vie, le quotidien. Les scènes de vie, le quotidien, le bonheur, un petit peu de malheur, un petit peu de bonheur, la vie. La vie. J'aime peindre la vie. Et comme je suis encore nouvelle dans le domaine de la peinture, je suis en train de chercher. Parce qu'au début, en peinture, dans l'art, vous cherchez, c'est pas une voie comme ça toute tracée. C'est pas comme ça. Donc vous êtes dans un tunnel et vous allez, non. L'art, c'est un domaine très très vaste. Et l'artiste, il se recherche, vous savez, même dans la couleur. C'est-à-dire vous vous retrouvez soit dans les couleurs chaudes, soit dans les couleurs froides. Et même dans la couleur, vous vous recherchez. C'est une recherche perpétuelle. Mais d'après ce qu'on voit sur l'antenne par rapport à vos tableaux, on voit que vous êtes à l'aise finalement avec toute la palette. Oui. Mais je me cherche toujours. D'accord. Là, je fais une reproduction, donc j'essaye de voir l'artiste, de rentrer dans la tête de l'artiste. Parce que, attention, vous voyez un tableau d'un artiste, une reproduction. C'est très difficile parce qu'il faut voir ce qu'il a vu, reproduire ce qu'il a vu, ce qu'il a rapporté comme couleur. Vous ne pouvez pas... c'est difficile. De reproduire fidèlement. De reproduire fidèlement, c'est très très difficile parce que lui, c'est son sujet, il était dedans, il l'a concrétisé. Et là, vous mettez à sa place et vous essayez de reproduire ce qu'il a accompli. En tout cas, on venait de voir une très très belle reproduction de Van Gogh. Merci. N'est-ce pas? Merci. Alors, c'est un peintre qui vous inspire particulièrement? Oui, parce que c'était une personne qui était très torturée. Oui. Et une personne qui avait beaucoup de problèmes, un incompris si vous voulez, et que la société à l'époque, il n'a pas été reconnu. Il a eu la reconnaissance après son décès. Et j'ai fait un peu de recherche. Moi, avant de reproduire, je fais un peu de recherche sur l'artiste pour rentrer dans sa logique. Et j'ai beaucoup été inspirée par Van Gogh, par Monet aussi, dans sa douceur, dans sa douceur, la douceur de ses couleurs. Et l'autre, Van Gogh, dans son esprit torturé. Voilà. Dans la difficulté de son quotidien. Voilà. Effectivement. Mais sinon, toujours dans votre travail, il y a des techniques particulières que vous appréciez, que vous adoptez dans votre travail? Oui, moi j'aime beaucoup vous avez la dame, la Casbah, ça c'est une ancienne photo. D'ailleurs, je n'ai pas mis toutes les dames. Oui. Parce que vous savez, un tableau, on peut le faire d'un seul trait, comme on peut le faire en plusieurs périodes. Oui.
Ce tableau, pour moi, il y a des... Parce que moi, je voulais modifier. Il y avait beaucoup de femmes, là, avec le fameux Sarwel Zahir. Et moi, Sarwel Zanqa plutôt. Moi, j'ai voulu modifier. Bon, pour ce qui est de l'ensemble, je suis satisfaite. Mais pour la cour, là, le passage, j'ai envie de rajouter une autre activité. D'accord, donc pour vous, c'est un tableau qui n'est pas finalisé? Non, il est finalisé. Oui, mais moi, je dis pour vous, parce que c'est vrai, nous, quand on le voit, pour nous, c'est un tableau qui est... ça y est, on ne revient plus. Mais pour vous, moi, je suis une éternelle insatisfaite. Voilà. Là, parce que c'est pour ça que je ne l'ai pas encadré. Tout le monde me dit, bon, ils sont magnifiques, mais moi, je me dis toujours, bon, il y a quelque chose qui manque. Il y a voilà. Alors, dans ce style, j'ai utilisé à la prima, c'est-à-dire, si vous touchez, c'est lisse. D'accord. C'est très, très, presque 2 couches. Par contre, dans les autres, j'ai utilisé plusieurs couches qui se superposent, et même avec le couteau. J'ai travaillé un petit peu avec le couteau. Voilà, je reconnais la technique du couteau sur le tableau. Pour donner le relief. Voilà. Pour donner le relief. Et chaque sujet, il a sa technique. Vous ne pouvez pas peindre un sujet avec la même technique, plusieurs sujets avec la même technique. Non. Il y a des techniques pour chaque sujet. Mais j'ai envie de dire une technique pour chaque sujet. Comment vous le ressentez finalement? Non? Oui, c'est-à-dire là, c'est pour ça que je vous ai dit, l'art, on ne peut pas se mettre dans une ligne de conduite. Il n'y a pas de ligne de conduite dans l'art. On peut tous être artistes, même vous. C'est-à-dire, il n'y a pas... C'est vrai, pardon, avant, il y avait des écoles. Et il y avait des écoles, effectivement. Il y avait des écoles. Elles existent toujours, les écoles, hein, donc c'est un peu le côté, on va dire, non, mais c'est conservationniste de l'art. Oui, mais c'est en train de partir, même à l'étranger. Ils sont en train de partir. Ces codes, c'est archaïque. Là, c'est en train voilà, vous êtes artiste, vous voulez exprimer sur une feuille ou une toile, vous voulez exprimer votre ressenti. Vous le faites et c'est accepté. Il n'y a pas de méthode stricte pour l'art. C'est-à-dire, moi, je vois un sujet et je me dis, ah tiens, par exemple, une rivière avec... voilà, moi, je me dis, bon, je vais utiliser telle et telle méthode et pour l'eau, je vais ajouter une espèce, avec le couteau, le reflet, je vais le mettre au couteau. Tout le reste, j'ai peint avec des aplats, avec les techniques classiques. Mais pour l'eau, moi, j'ai envie de mettre l'eau, le reflet, avec le couteau. Et je rajoute une couleur avec le couteau. Voilà, donc finalement, l'art reste subjectif et tous ces codes-là vont un petit peu encadrer, ne laissent pas une libre expression de ce qu'on ressent. Voilà, exactement. À l'instant T, justement au moment où vous peignez. Oui, et en peignant, les idées vous viennent. C'est l'inspiration qui vous donne les idées de faire ça ou ça, ou de ne pas faire ça ou ça. Et comme la peinture à l'huile, elle est très facile à manipuler, on peut corriger. Vous vous trompez, 2 heures ou 3 heures après, vous avez envie de corriger. Ah, vous dites, ah non, là, il ne fallait pas que je fasse ça. Ça ne rend pas bien. Vous regardez de loin, parce qu'on peint de près. Oui. Et là, vous regardez de loin, vous dites, ah non, là, je vais refaire. Et un tableau, et un tableau, il n'est jamais fini. Vous pouvez demander à tous les artistes. Il y a toujours quelque chose à rajouter. Il y a toujours quelque chose à rajouter, effectivement. Là aussi, c'est une reproduction? Oui, ça c'est au pastel. Ça c'est au pastel. C'est... attendez, l'artiste là qui a peint Degas, qui a peint les danseuses de ballet. Donc moi, je l'ai repris avec le pastel, pas avec la peinture à l'huile. Et vous êtes à l'aise avec tous les matériaux? Ah oui, le crayon. D'ailleurs, j'ai pas ramené j'aurais dû ramener mon carnet de croquis. J'ai fait aussi pas mal de choses avec le crayon.
Alors, justement, tout ça, ça a été une formation préalable que vous avez eue, ou c'est juste le rapport que vous avez eu avec votre oncle, cette initiation, qui a donné naissance finalement à toute cette créativité? Oui, non, comme je vous ai dit, avant, j'étais à l'aise avec le crayon. Et nous, les médecins, c'est pour ça que je vous ai dit, il y a beaucoup de médecins qui sont artistes, parce qu'on fait de l'anatomie. On fait une année d'anatomie où vous êtes obligé dans les détails, là, les insertions, tout, vous donnez tout dans les détails. Et donc, moi, de temps en temps, j'ai jamais quitté mon crayon. Même dans mon cabinet, j'avais toujours un carnet entre les malades ou quand il n'y avait plus de malades, je faisais des croquis. Mais j'ai été en contact quand je fais des expositions. Je demande des avis à des artistes, bien sûr des beaux-artistes. Et il y a pas mal d'artistes qui m'ont donné beaucoup de conseils, qui m'ont expliqué comment faire, parce que c'est quand on est novice en la matière, pour les proportions, parce que pour avoir un tableau harmonieux, il faut que vous respectiez, il faut que vous respectiez les proportions, la distance, la perspective, la ligne de vision. Et là, c'est des artistes qui m'ont donné... Qui vous ont un petit peu orienté dans votre... Oui, beaucoup, beaucoup. Aujourd'hui, vous avez transformé une partie de votre local en atelier? En atelier, oui. Et j'estime que dans la vie, on a plusieurs vies aussi. C'est ça, je montre à mes enfants et à les gens, c'est-à-dire à mon entourage, qu'on peut faire on peut avoir plusieurs vies dans la vie. Et normalement, on a, avec l'association, c'est-à-dire à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance, on va exposer. Il y a l'association de Shabab Mawahib Afaq. On va organiser un événement au niveau du site à la Casbah, site historique Palais du Deuil. Et en collaboration avec l'Office national de la préservation des biens, ça va être du 12 au 17, Inch'Allah. De ce mois? De ce mois, oui. D'ailleurs, cet après-midi, je vais aller prendre mes tableaux, bon, pas ceux-là, il y en a d'autres. Et on sera nombreux, il y aura des photographes, il y aura des artistes photographes, des peintres et même des musiciens. Et ce sera demain, le vernissage, à partir de 14h30, Inch'Allah. Alors justement, par rapport à ce que vous allez vous exposer lors de cet événement, ça va être des tableaux à thème? Oui. Qui se rapprochent un petit peu de l'histoire? Cette fois-ci, moi, j'ai une... Bon, quand l'association m'a contactée, je n'avais pas préparé. C'est-à-dire, ça fait 2 jours qu'ils m'ont contactée. Donc, je n'avais pas encore préparé le thème. Je vais exposer avec 2 tableaux. Parce que comme on est nombreux, il n'y a que 2 tableaux. C'est-à-dire, il faut ramener que 2 tableaux. Alors, j'ai une villa et une nature morte. Bon, si vous passez, vous allez les voir. Voilà. D'autres projets à l'avenir? Oui, pour développer continuer à peindre et dans l'espoir d'avoir une école algérienne d'art. C'est mon espoir le plus... il y a beaucoup de jeunes, il y a énormément. L'Algérie, elle a une force dans sa jeunesse incroyable. Il y a beaucoup d'artistes, énormément d'artistes. Beaucoup de talents, j'aimerais bien qu'il y ait une école, qu'ils aient un endroit dans chaque wilaya d'Algérie pour qu'ils exposent, pour qu'ils s'expriment. Et j'ai été à Boussaada l'année passée. J'ai vu qu'ils ont une école au niveau l'artiste Diné. D'accord. Au niveau de son musée. Ils ont une école, je vous assure qu'elle ne fera pas lire d'envie les grands artistes. Il y a des artistes et des enfants qui ont reproduit des tableaux de Diné. Il y a aussi à Tiaret, il y a un artiste aussi à Tiaret.
il faudrait que cette jeunesse... Que ça se généralise finalement. Ça se généralise et que cette jeunesse qui aime l'art et qui le perfectionne, il faudrait qu'ils aient un endroit à eux pour s'exprimer et une école algérienne, typiquement algérienne, de l'art, dédiée à l'art. Dédiée à l'art, effectivement. En tout cas, rendez-vous pris entre le 12 et le 17 de ce mois. Voilà, pour une très belle exposition. En tout cas, on vous remercie d'avoir été parmi nous ce matin. C'est moi, tout le plaisir. On vous souhaite beaucoup de plaisir dans ce que vous allez entreprendre comme autre peinture, pourquoi pas. Beaucoup. Je rappelle donc docteur Khadija Hadji Bouhamran. Alors vous êtes médecin déjà et vous êtes aussi artiste peintre. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. On continue cette fois-ci. Riles Ould Hamouda toujours nous emmène en balade, on va dire, au niveau du Cap Capcine et on se retrouve juste après. Un éclat chaque 5 secondes, un édifice construit sur une falaise, une tour et une lanterne qui culmine à 68 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le phare Cap Capcine, un véritable monument érigé sur le littoral algérien. Le phare de Cap Capcine, c'est un phare d'atterrissage par rapport au port d'Alger, où la différence entre l'atterrissage et le jalonnement, donc les bateaux qui naviguent, le jalonnement, ils continuent leur route pour jalonner la côte, et l'atterrissage, c'est où il y a un port pour que les bateaux atterrissent vers les ports. Le phare, avant 1991, il était équipé d'une lampe de 6000 watts. La puissance تاعو كانت تضرب حتى ل 60 km. ومن بعد من 91 لهنا ils ont modifié avec l'électronique اللي كاين دروكا. Les nouvelles technologies, ils ont remplacé par une lampe de 1000 watts. عندك juste la portée qui diminue, mais la côte elle est Avant que je commence le travail avec le phare, il y avait mon père, Rahmo, qui est venu travailler en juillet 63, le 15 juillet 63. Il a travaillé de cette date jusqu'à 87. En 87, il est sorti en retraite. Je l'ai remplacé. À fur et à mesure, en grandissant, on avait des sonneries de travail en cas il y avait une panne de courant ou la lampe du phare s'éteint. Donc il y a des sonneries qui déclenchent. Donc il y a toute la famille qui se réveille. Et on s'adapte à fur et à mesure. On dirait que même la famille travaillait. Chaque fois qu'il y a une sonnerie qui sonne, on se réveillait. بشويه en grandissant بنادم يولي يتعلم même الخدمه يتعلمها. Le phare de Cap Capcine de Hammamat, Bainam, un phare vieux de plus de 150 ans, construit en 1868. Et depuis, la lumière fut et n'a jamais failli.
De retour sur le plateau, cette fois-ci, c'est une page santé que nous allons ouvrir. Nous allons nous intéresser au diabète puisque hier, des portes ouvertes ont été organisées du côté de la wilaya de Boumerdas afin de sensibiliser par rapport au diabète. Et nous allons en parler en compagnie de notre invité, docteur Zakaria Hawshin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Vous êtes endocrinologue. Oui. Voilà, et vous avez justement été invité à ces portes ouvertes afin de sensibiliser encore une fois la grande population. Exactement. Par rapport. En fait, j'étais très ravi d'être invité par l'association des diabétiques de la wilaya de Boumerdas. C'est une association qui travaille depuis 28 ans, qui fait à chaque occasion de la journée mondiale du diabète qui est normalement le 14 novembre, comme c'était le week-end. Donc, ils ont organisé une journée de sensibilisation et de... En fait, ce n'était pas une journée de dépistage pour dépister du diabète. Non, c'était une journée faite pour les adhérents de l'association pour qu'ils aient des informations scientifiques. Il y a eu plusieurs conférences. Il y a eu des chirurgiens qui ont parlé du pied diabétique. Il y a eu des médecins qui prennent en charge le diabète qui parlaient des hypoglycémies, du régime, du sport. Je parlais de l'insulinothérapie. Genre, c'était une journée plus des informations scientifiques pour le grand public afin qu'ils aient plus conscience de leur maladie et qu'ils adhèrent mieux au traitement. Voilà, donc pour les malades, mais aussi pour les non-malades, parce que maintenant, on parle beaucoup de prévention, n'est-ce pas ? Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est vraiment de prévenir la maladie. On sait très bien que le diabète aujourd'hui, malheureusement, prend de plus en plus d'ampleur. Il y a plus de 4 millions de diabétiques en Algérie. C'est juste une idée. C'est énorme quand même. Et parmi les chiffres qui ont été présentés hier, par exemple, il y a 10 millions de prédiabète. Bon, pour ne pas alarmer les gens, un prédiabète ne veut pas dire diabète. Ne veut pas dire. D'ailleurs, nous en avons parlé ce matin en compagnie du docteur Fethi Benachnou, mais reste encore une fois prise en charge et prévention. Et c'est exactement le docteur Fethi Benachnou, c'est lui-même qui a présenté ces chiffres hier, par exemple. Et ben voilà. Oui. Et ben voilà. Donc, alors justement, aujourd'hui, vous êtes dans le domaine. Et quelles sont les questions qui reviennent le plus par rapport à cette pathologie ? En fait, paradoxalement, et pour être franc, en Algérie, les questions qui se posent ne devraient même pas être posées. Là, le grand problème, ce n'est pas de dire est-ce qu'il est malade ou pas, ou de dire est-ce que c'est une pathologie qui est sévère. La plupart des gens, actuellement, ont conscience que le diabète peut donner des complications. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas comment le diabète donne des complications. Genre, par exemple, il y a plusieurs allégations qui disent, par exemple, là, pour n'en citer qu'un, que l'insuline peut donner de la cécité. Que, par exemple, l'insuline peut donner des amputations du pied. Genre, on n'a pas encore conscience que les médicaments du diabète sont en fait un outil parmi tant d'autres. Et surtout, c'est le monde alimentaire et enfin, quand on parle de régime, ce n'est pas vraiment un régime restrictif. C'est une hygiène de vie. C'est une hygiène de vie qui contient et l'alimentation et l'activité physique qui permettra d'avoir un meilleur équilibre du diabète ou bien qui permettra d'éviter le diabète chez les prédiabétiques ou bien qui permettra de réduire les médicaments pour les gens qui sont diabétiques. Mais les complications du diabète en fait surviennent par rapport au diabète qui est mal contrôlé pendant des années. Il y a des complications qui sont aiguës, qui menacent la vie instantanément, mais il y a des complications qui sont chroniques. Mais tout l'intérêt est de bien contrôler son diabète malgré l'absence de symptômes pour ne pas arriver au stade de complications. Le problème majeur, c'est qu'il n'y a pas de symptômes et qu'il y a beaucoup de gens qui, paradoxalement, peuvent avoir des symptômes quand on commence à traiter leur diabète. Je m'explique. Par exemple, une personne qui a un diabète qui est tout le temps déséquilibré, qui a des glycémies entre 1,5, 2 grammes, 2 grammes et demi, pour être concret. Si on commence le traitement et que ses glycémies commencent à baisser, il va sentir une asthénie, enfin une fatigue quand il a une glycémie à 1 gramme. Il peut par exemple voir flou la première semaine du traitement. Mais ça, ce n'est pas dû à la maladie elle-même, c'est dû au traitement. Mais c'est une phase de transition seulement, c'est parce que son cerveau s'est habitué à des glycémies qui sont élevées. Voilà, mais ça, ce sont des choses quand même que vous expliquez à vos patients. Oui, mais c'est ça le problème, c'est qu'il y a tellement de diabétiques et il y a tellement de recrutement de diabétiques que
ces journées de sensibilisation, ces émissions de santé, les réseaux sociaux sont des outils très intéressants pour essayer de sensibiliser les patients sur leur maladie et pour qu'ils comprennent le mécanisme de leur maladie. Genre, vous n'avez pas de symptômes, oui, mais vous pouvez avoir des complications. Et l'être humain, pour être franc, genre si, par exemple, si une personne vous dit, vous choisissez, vous prenez 1 million de centimes chaque mois pendant 100 mois, ou bien je vous donne 100 millions de dinars, 100 millions de centimes. La plupart des gens préfèrent les 100 millions de centimes. Oui. C'est la même chose par rapport au diabète, parce que c'est des complications qui ne sont pas palpables sur le court terme. Voilà, à court terme, effectivement. Tout l'intérêt de la sensibilisation est de faire comprendre aux patients qu'il faudrait surveiller son diabète, parfois, pour avoir des chiffres, pour avoir des signes, pour concrétiser la perte ou bien la peur. Bon, je déteste ce mot, la peur, mais je préfère dire L'appréhension. L'appréhension, voilà. L'appréhension des complications par rapport aux chiffres glycémiques qu'ils ont. Donc, s'il s'autosurveille, il va avoir une idée. Mais l'autosurveillance elle-même est contraignante. Justement, c'était la question que j'allais vous poser par rapport à l'autosurveillance, parce qu'il faut dire à un moment donné, le diabétique, il est privé de pas mal de choses, et cette privation donne naissance à une certaine frustration. Donc à un moment donné, il a envie de prendre quelque chose de sucré, il a toujours envie finalement de faillir à cette autosurveillance, n'est-ce pas? Allez, on va faire simple. Oui. Il n'y a rien de restreint. Rien. Il peut même prendre de la pâtisserie, du jus, ce n'est pas interdit. Mais quand on parle de mode alimentaire du diabète, ce n'est pas des restrictions. En fait, c'est un mode alimentaire que vous devriez suivre, et vous, et moi, et toute la population. Voilà. Le problème, c'est que notre mode de vie est toxique, donc ça a l'air d'être des restrictions. Mais ce que je conseille aux patients qui sont diabétiques en général, c'est de prendre leur mode de vie eux-mêmes et de choisir quelques règles. Ils ne pourront jamais suivre toutes les règles à la lettre dès le début. Oui. Parce que la plupart déjà, des gens qui essaient de suivre toutes les règles au début... C'est ce qui donne la frustration, justement. À un moment ça donne de la frustration et pire encore, ça donne de la déception. Oui. Parce qu'ils s'attendent à avoir des résultats parfaits, ils ne les auront jamais, de un. De deux, il y a des personnes qui pensent que suivre un mode alimentaire, et puis arrêter le traitement, et ils disent je suis guéri du diabète. Et c'est la plus grande déception. Folie, déception, tout ce qu'on veut. Parce que le mode alimentaire, si on essaie d'adapter un mode alimentaire et une activité physique qui est adaptée à soi, qui convient à ses goûts, qui peut être praticable au long cours, là, ça ne donnera jamais de sentiment de frustration. Par exemple, les sucreries sont interdites. Non, les sucreries sont à prendre avec modération, parfois, mais après le repas. Genre, par exemple, si quelqu'un veut prendre une halwa ou allez, soyons fous, magarot. Donc, c'est fait avec... franchement, c'est le meilleur exemple. C'est le meilleur exemple, effectivement. Parce que c'est fait avec du blé. Voilà. C'est fait avec du blé ou flassel. Même pas l'assel. Même pas l'assel, voilà. Donc, c'est pas interdit totalement. Parfois, mais, c'est après le repas, parce que ces sucreries prises avec d'autres aliments, ils ne vont pas être digérés et absorbés de la même façon. La deuxième des choses, les gens qui partent au fête, l'ARS, c'est généralement ta'am, avec du gazouz et un dessert après. Voilà. Plus les fruits. Bon, déjà, pour les fruits, ce n'est pas interdit. Il y a quelques fruits, par exemple, on va donner un exemple pour être concret pour les gens. Par exemple, les bananes. Les bananes interdites? Enfin, il n'y a rien d'interdit. Les fruits qui peuvent augmenter un peu plus. Les bananes, les figues, les dattes, le melon. Et j'ai oublié le quatrième. Franchement, ça ne me revient pas. Mais, Flares, généralement, il y a une fête. Donc, ils peuvent faire déjà de l'activité physique pendant la fête. Voilà, c'est aussi simple que ça. La deuxième des choses, quand on sort, genre, on sait qu'on a pris un repas qui est très riche. On peut marcher après. Si on fait une marche rapide ou bien on pratique une activité physique, que ce soit à la maison ou en dehors, ça peut marcher. Pour les hommes, par exemple, ils peuvent aller au jama' puis prendre un thé
pour marcher un peu trop. Il y a même des femmes qui ne sortent pas, elles peuvent faire le ménage, elles peuvent faire le linge aux mains. Ce n'est pas agréable, mais ça brûle du sucre, ça c'est sûr. Donc, on essaie de choisir des modes ou bien des activités ou bien c'est plus des habitudes. Voilà, mais sinon, docteur, là, vous nous parlez vraiment des personnes diabétiques. Mais de type 2, généralement. Voilà, mais tout à l'heure, vous avez quand même dit un mot-clé, vraiment une expression très importante, c'est que notre mode de vie, même nous, les gens qui ne sont pas atteints de quelconque maladie, nous avons un mode de vie toxique, comme vous l'avez si bien dit. Ça veut dire que nous sommes tous finalement pas à l'abri par rapport à cette maladie. Personne n'est à l'abri parce que tout simplement, notre mode alimentaire, il est très basé sur du blé et des féculents. Voilà. Et le blé et les féculents sont censés apporter trop d'énergie parce que nous étions une société paysanne qui faisait trop d'activité physique. Oui. Là, on ne fait plus d'activité physique, mais on mange de la même façon. Ne parlons pas des polluants et tout ce qui va avec. Genre, si on part dans l'abstrait, juste par rapport à ça. Là, ce mode alimentaire et cette activité physique, elle va donner une susceptibilité par rapport à l'insulinorésistance. L'insulinorésistance, qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'on mange trop, que l'insuline est sécrétée trop et que le corps reçoit tellement d'insuline qu'il est obligé de résister à son action. Oui. Et c'est cette insulinorésistance qui va donner le diabète et l'hypertension et le cholestérol et tout ce qu'on connaît comme facteur de risque d'événements cardiovasculaires. Je m'explique. Les événements cardiovasculaires, ça veut dire une attaque cardiaque, un AVC, un accident vasculaire cérébral, ou bien des accidents aux pieds. Mais le diabète rajoute une couche. Qui peuvent aller vers l'amputation, encore une fois, d'autres complications encore. Donc, c'est des facteurs de risque cardiovasculaires, que ce soit du diabète ou bien de l'hypertension. On ne traite pas le diabète, on ne traite pas l'hypertension, on traite le patient pour essayer de réduire les événements cardiovasculaires. Effectivement, voilà. Donc, mais le diabète rajoute une couche, c'est les yeux et les reins. Voilà. Donc beaucoup de complications. Donc on retient encore une fois, comme on le dit toujours en compagnie de notre ami Dr Fethi Benachnou, on revient toujours à la prévention et l'importance de la prévention. C'est ce que vous avez fait d'ailleurs lors de cette journée ouverte. En tout cas, docteur, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Et donc, mot d'ordre, prévention. Prévention et pas de frustration. Surtout. En tout cas, merci beaucoup. Je rappelle, Dr Zakaria Hawchin, vous êtes endocrinologue. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. On continue, nous allons nous retrouver pour la dernière station de cette matinée dans un petit moment. Mais avant cela, ça va être une chanson patriotique que nous vous proposons et on se retrouve juste après.
De retour sur le plateau, c'était donc une magnifique chanson patriotique. Nous allons toujours rester dans le domaine du chant patriotique, de la chanson donc révolutionnaire, puisque hier le Palais de la Culture a abrité un magnifique spectacle de chant patriotique et nous en parlons en compagnie de nos invités, à savoir Madame Soraya Sbiri. Bonjour. Bonjour, bienvenue à vous. Merci à vous. Êtes conseillère jeunesse, oui. auteur, compositeur, interprète aussi. Oui. Vous êtes accompagnée des musiciens qui vous ont accompagné d'ailleurs lors de la soirée d'hier soir. Oui. Et parmi nous, donc, ce matin, M. Jamal Jahad, bienvenue à vous, marhaba. Bonjour, et également Abdelrahim Fergati, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Marhaba bikoum. Alors, je reviens à vous, Madame Soraya. Donc, c'était un très beau spectacle que vous avez donné hier par rapport au chant patriotique. Donc, ça coïncide un petit peu avec le 60e anniversaire de l'indépendance, mais aussi nous sommes en plein mois de novembre, donc un mois qui représente donc le déclenchement de la Révolution. Mais c'est un objectif très particulier, finalement, votre travail d'hier. Bien sûr, ça date déjà bien avant cet grand événement que nous saluons, le 60e anniversaire, bien sûr. Donc c'est un principe des années où toutes les dates prescrites dans tout ce qui est révolutionnaire, c'est toujours présenté un spectacle avec les chansons révolutionnaires et il y a une partie et un travail qui est en train de se faire, ça fait déjà 2 ans, sur un livre de collecte de chansons dans le terroir, bien sûr, qui parle de tous ces événements historiques. dont je suis fière de ça. Effectivement, alors les chansons patriotiques, donc on en connaît beaucoup, particulièrement celles qu'on apprend au niveau de l'école, mais certainement au niveau des recherches, il y a probablement dans ce patrimoine-là des chansons patriotiques qu'on ne connaît pas forcément. Oui, c'est un énorme trésor. D'ailleurs, qu'on découvre à chaque fois. D'ailleurs, je rends hommage aujourd'hui à toutes ces personnes qui ont enregistré par leur voix, par leur amour justement à la patrie, à exprimer à travers des chansons et dans notre langue dialectale. Et c'est, pour moi, c'est plus vivant et c'est plus réel parce que c'est du ressenti, c'est des douleurs qui sortent des femmes quand elles voyaient leur mari, leur frère, leur épouse, leurs enfants aussi. Leurs enfants, pardon. Donc tout ça, ça a été enregistré par ces femmes donc, qui ont sauvegardé la mémoire algérienne. Et c'est ce que vous avez fait hier soir d'ailleurs, c'était vraiment la promotion de tout ce patrimoine-là. Oui, c'était une grande partie de la chanson révolutionnaire algérienne et voilà, donc il y avait surtout, j'ai intitulé la soirée Goulil Hadda Metibkish. Donc Hadda pour moi, donc on peut la voir ici, c'est un personnage réel, voilà. Oui. C'est toute une histoire avec... ici Hadda, c'est la maman du shahid Chihani Béchir. D'accord. Ça a été commencé avec l'APC du Khroub en 2002, de rencontrer ce grand personnage, ce shahid, et de là, ça m'a fait un déclic de travailler tout ce qui est chant révolutionnaire, parce qu'il y avait beaucoup c'est-à-dire de moujahidines, et là, j'ai chanté Zouj Dereri Talgha Jbel, et ça a fait un effet extraordinaire. Donc, c'est de là que je m'intéresse à tout ce qui est surtout poème populaire, voilà. Voilà. Et messieurs, justement, vous avez pris part à cette soirée. Alors, c'est quand même une responsabilité, j'ai envie de dire, de faire la promotion et de travailler, de rester fidèle à toutes ces notes et surtout à l'émotion. Parce que le musicien, au fait, il a toute la responsabilité de transmettre l'émotion à travers les différentes notes, n'est-ce pas? Oui, c'est exactement ce qu'on a essayé de faire. La chanteuse Soraya Sbiri, elle avait des compositions جدد في الأغنية الوطنية. Donc on a essayé d'arranger le côté musique, elle a beaucoup plus classique.
Et pour vous, vous l'avez vécu comment cette expérience? Oui, justement, je vais vous raconter un petit truc qui s'est passé juste après la soirée. Il y avait une personne qui était dans le public et elle est venue pour nous dire, bon, est-ce que vous avez apporté quelque chose de nouveau? On a dit justement, tout ce qui est ancien, c'est le plus juste et le plus vrai, parce que c'est écrit, c'était des gens qui ont écrit ça par rapport à leurs blessures, c'était profond, c'était leur douleur. Ils exprimaient leur douleur justement. C'est vraiment l'émotion de l'instant. Voilà, c'est les vraies paroles. C'est un petit peu, ils ont un peu concrétisé une blessure en paroles. Voilà, et c'est ce qui donne cette splendeur pour la chanson, parce que on peut écrire maintenant une chanson, mais on peut pas la vivre comme on l'a vécue autrefois. Voilà, c'est ce qui nous a un petit peu encouragé, surtout parce que nous, on est un petit peu dans le melouf, dans le classique et tout, mais ça, c'est quand on est dans le patriotique, on passe à autre chose. Ça, on revit les moments et justement, on savoure un peu le bonheur dans lequel on vit maintenant. C'est par rapport à ce qu'ont vécu nos ancêtres. Voilà. C'est grâce à eux, d'ailleurs, aujourd'hui, que nous vivons, alhamdoulilah, toute cette liberté, toute cette indépendance et le bonheur, la paix, surtout, que nous vivons aujourd'hui. Vous êtes venus quand même aujourd'hui accompagnés de vos instruments. Probablement, vous allez nous faire revivre un petit moment de ce spectacle qui s'est déroulé hier, n'est-ce pas? Je reviens à la maman, c'est-à-dire à la femme algérienne, qui est symbolique aussi. Et là, c'est un dialogue entre Hadda, la maman du Chéhid, qui est un peu les personnes qui ont vécu avec le Chéhid lui-même. Et voilà, donc c'est une petite histoire qu'on va raconter. Je rends hommage à la femme qui a sauvegardé le patrimoine, bien que le rôle des hommes a été très significatif, mais le rôle de la femme reste pris en bas parce qu'elle a été témoin des tortures, du courage. Et pour moi, c'est la signification de tout le courage, la patience de la femme qui a enfanté ces guerriers, qui a fait... c'est des héroïnes, c'est des icônes qui ont marqué. Grâce à elle, nos hommes ont marqué l'histoire. Donc, je rends un grand hommage à la femme, voilà, entre autres algérienne. Voilà. Et Hadda, si en particulier. Hadda, bien sûr, qui est symbole aussi de toutes les femmes, c'est l'Algérie. Donc, voilà, avec toute sa simplicité, sa patience et sa beauté. Donc, c'est grâce à elle qu'elle nous a mis dans un chemin de relève. Et en tant que conseillère jeunesse, nous faisons tout notre possible pour que ce soit un trait pour notre jeunesse aussi. Donc il y a un travail à faire pour la jeunesse algérienne. Merci. Un petit quelque chose pour nous? Oui. Bravo, donc c'était, j'imagine, un peu 2 heures de spectacle comme ça, n'est-ce pas, Djemal Djihad? Donc 2 heures de spectacle. Une musique très douce, une musique d'écoute.
Et puis même la voix qui va avec. Oui, il y avait le violon, le clavier, c'était magnifique. Tout un orchestre finalement qui vous a accompagné, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc moi dans la chanson révolutionnaire, c'est des chansons à texte. Donc ça fait vivre aussi. Je préfère juste tout ce qui est acoustique, flûte, guitare, pour apprécier un peu ces moments, imaginer toute cette... ces moments de douleur. Bon, c'est vrai, c'est des moments de douleur aussi, mais cet espace où il y a eu beaucoup de courage, et donc c'est raconter l'histoire, c'est ma manière de chanter. Bien sûr, il y a d'autres chansons composées, de nouvelles chansons, comme Jazairana Aqsamna Bikil Yamin, ça c'est en cours aussi de réalisation, c'est des nouveautés, mais je reste toujours dans le répertoire à respecter, bien sûr. Voilà, dans le répertoire. Je le vis plus, sincèrement, voilà. Voilà, et puis c'est aussi une façon, encore une fois, de faire la promotion de l'histoire, de préserver l'histoire à votre manière. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs façons de préserver l'histoire. Donc il y a l'écrit, les recherches, mais aussi l'art qui va avec, n'est-ce pas? Bien sûr, oui. Malheureusement, hier, il y avait le public qui était beaucoup plus des gens un peu âgés. C'est ça. Et on aurait aimé avoir beaucoup de jeunes. Justement pour transmettre ce genre en musique, ce genre d'histoire en musique, pourquoi pas. Voilà. Inch'Allah, la prochaine fois, on essaiera de passer dans les maisons de jeunes, de voir comment faire des spectacles justement sur place. Et surtout que Soria, elle est dans le domaine de la culture, de la jeunesse, et sport et tout. Et voilà, on essaiera de cibler un peu le public pour faire passer ce message aux jeunes, à nos jeunes. Voilà, certainement, vous serez d'accord avec votre collègue du moment que vous-même, vous êtes professeur de musique. Oui, je suis enseignant de musique. Enseignant de musique. Oui, bien sûr, j'aimerais bien faire des spectacles où des jeunes écoutent la musique, beaucoup plus le kalimat. Oui, surtout, parce que c'est vrai que ce sont des mots quand même très profonds. En tout cas, ça a été un très grand plaisir de vous avoir parmi nous ce matin. Vraiment un très grand plaisir de vous recevoir. Vraiment, nous avons été charmés. En tout cas, on vous réinvite à nous jouer un petit quelque chose. On termine en votre compagnie. Voilà, moi c'est Minji Belina. Sinon, on continue l'histoire. Moi, je préfère continuer l'histoire. Alors, je rappelle juste, vous étiez parmi nous, Soraya Speri, vous êtes conseillère jeunesse, vous êtes auteur, compositeur, interprète aussi. Jamal Jahad, vous êtes artiste, vous êtes enseignant de musique aussi. Et Abdelrahim Fergati, artiste, mais aussi vétérinaire, n'est-ce pas? Certainement. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Très bon week-end. Je vous retrouve avec un énorme plaisir dès demain à partir de 8h. Au revoir. يا سي رمضان